Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce séminaire d'histoire et de philosophie de l'écologie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Artemis Corniliu de l'IHPST, doctorante à l'IHPST, qui travaille sur la philosophie de la biogéographie. Et aujourd'hui, nous allons l'entendre nous prononcer une conférence ayant pour titre Le paradigme de la biogéographie historique, un outil d'analogie épistémique et des considérations ontologiques. Quelles implications pour la définition et la délimitation des aires d'endémisme? Oui. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et je voulais encore remercier chaleureusement les organisateurs du séminaire, Antoine Dussault et Fabrice Roux, de m'avoir invité et d'avoir la possibilité de participer à ce séminaire très, très intéressant. Et oui, comme je dis, donc je redis, je voulais m'excuser, je n'aurai pas de diapositive pour soutenir mon exposé. J'espère être le plus clair possible dans mes propos. Alors, je vous présenterai aujourd'hui un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui fait partie de ma thèse en cours. Je vais en effet vous parler des régions biotiques, dites aussi aires d'endémisme ou aires biogéographiques. Et je vais tenter d'exposer comment, en tant qu'objet d'étude, elles ont été impliquées et ont conduit conceptuellement et formellement, euh, et en tant aussi que concept théorique, un nouveau paradigme scientifique, celui de l'évolution conjointe de la vie et de la Terre, dans le cadre de la biogéographie historique, euh, à partir principalement des années 1980. Et pour cela, je vais quand même me placer dans le contexte historique un peu avant. Ensuite, je discuterai l'approche de ces initiateurs et je mettrai l'accent sur certains points qui peuvent invoquer certaines ambiguïtés ontologiques et épistémiques. Et à la fin, je dirai un mot conclusif sur les potentielles implications que ces considérations peuvent avoir sur la science appliquée. Alors, pour commencer, comme il s'agit d'un séminaire sur l'histoire et la philosophie de l'écologie scientifique, et pour définir le cadre de mon exposé, j'aimerais introduire brièvement la biogéographie, qui est une discipline qui étudie la répartition des êtres vivants au sein de la Terre. Et c'est une discipline très proche de l'écologie. Il y a même des branches de biogéographie moderne qui sont de l'écologie, la biogéographie écologique, la biogéographie insulaire, etc. Et, euh, euh, d'une façon très simplifiée, du point de vue historique, elle se place entre la géographie physique et l'écologie. Et donc, si c'est possible de retracer historiquement une pensée particulière que l'on peut réserver à la biogéographie et qui date de l'Antiquité, la conception, la structuration et l'institutionnalisation de la discipline, donc au cours du développement historique des différents champs scientifiques, ce n'était pas une procédure clairement définie et circonscrite, une situation qui persiste en fait jusqu'à nos jours. Tout de même, la cristallisation méthodologique d'une tradition particulière de la biogéographie, euh, parce qu'il en existe plusieurs, à part la biogéographie écologique, il existe la phylogéographie, euh, bon, voilà. Mais la tradition donc de biogéographie historique qui m'intéresse aujourd'hui et qui s'appelle également biogéographie cladistique euh, a pu avoir lieu avec les premiers travaux au XXe siècle. Et, euh,
Et en fait, pour expliciter cette tradition, donc je veux retracer le contexte historique qui s'inspire aussi de la systématique phylogénétique. Alors, la biogéographie, comme le mot l'indique, regroupe les travaux de géographie biotique qui a pu s'intensifier à partir du XVIIIe siècle avec la cartographie, la géographie descriptive, ainsi qu'à partir d'une activité intense de taxinomie biologique et de systématique qui a eu lieu durant ce même siècle. Ainsi, les bases de la géographie biotique du XXe siècle se sont posées avec le tournant du XIXe siècle et le passage d'une science principalement descriptive à une science explicative à laquelle ont largement contribué les grandes explorations naturalistes et la recherche directe sur le terrain. Et pendant le XIXe siècle, nous avons également l'introduction de certaines notions et concepts importants pour l'histoire de la biogéographie. Par exemple, nous avons l'introduction de la notion du milieu par le géographe Alexander von Humboldt, une notion explicative des variations des formes et des associations végétales qui se trouvaient en interaction avec leur milieu environnant. Une notion en fait qui fait écho aux premiers travaux qui ont pu être considérés ultérieurement comme des travaux d'écologie. Et en même siècle, nous avons aussi l'introduction de la notion d'habitation par le botaniste Augustin Peyram de Candolle, une notion qui désignait l'endroit géographique particulier, une région dans laquelle une espèce végétale, en l'occurrence, habitait. Et cette notion donc d'habitation se distinguait de la notion de station, qui désignait en fait le milieu dans le sens des conditions, des facteurs abiotiques. Et le travail systématique de géographie botanique d'Augustin Peyram de Candolle a aussi initié la régionalisation terrestre qui a été avec en fait, la régionalisation zoologique de Sclater et de Wallace, la base pour la discipline de la biogéographie historique, qui a pu se développer après petit à petit durant le XXe siècle. En même temps, en fait, ensuite, en XXe siècle, l'arrière-plan scientifique jouera un rôle crucial donc, pour l'arrivée de cette discipline et son développement. Et de fait, avec le bagage de la théorie de l'évolution et la dérive des continents, il a été possible d'établir petit à petit une vision biogéographique qui ne s'appuyait non pas seulement à la dispersion des êtres vivants au sein de la Terre au cours de leur histoire évolutive, mais elle s'appuyait à une vision qui s'appuyait cette fois-ci, qui pouvait s'appuyer aussi à en fait, à la dérive des continents, à la dislocation et à la vision d'une Terre en mouvement, d'une Terre qui évoluait aussi. Et donc, plus particulièrement, en s'inspirant des travaux de panbiogéographie de Léon Croizat et du principe de la systématique phylogénétique de Willy Hemming, s'introduisent dans les années 60 et 70, notamment par les systématiciens Don Rosen, Garrett Nelson et Norman Platnick, et les premières tentatives d'établir des relations de parenté entre régions biotiques sur la base de distribution de groupes d'organismes qui ont été considérés comme des taxons frères, donc de proches parentés évolutives. Et ceci se basait à une analyse phylogénétique qui a été effectuée au préalable. Bon, j'espère être un peu plus claire ensuite. Alors, en 1980, apparaît l'œuvre donc de Garrett Nelson et Norman Platnick, Systematics and Biogeography, Cladistics and Vicariance.
une œuvre qui introduit, je pense, ce paradigme, qui a aussi reçu des critiques au cours du temps, mais sur lequel je voudrais discuter certains points, en fait, de leur approche que je trouve intéressante du point de vue euh, méthodologique et épistémologique. Et par ailleurs, ça tombe, oui, euh, c'est une bonne occasion aussi parce qu'il y a justement en fait une semaine, 10 jours, que la traduction française de cette œuvre vient de paraître par des collègues au Muséum national d'histoire naturelle et à Sorbonne Université, après donc euh, un peu plus que 40 ans. Euh, voilà, et donc sur le principe, oui, tout d'abord, il s'agit d'une approche dont l'objectif est de fournir une explication historique par en fait la découverte d'un patron généralisé de distribution géographique des organismes et aussi de régionalisation terrestre en juxtaposant des données biologiques et géographiques afin d'inférer des hypothèses et des scénarios de macroévolution. Et cette approche, donc nommée aussi biogéographique cladistique, est une application directe du principe de la systématique phylogénétique qui se base sur l'établissement des hypothèses d'homologie entre les organismes étudiés et vise à l'inférence des relations évolutionnaires des organismes de plus proche parenté et de parenté alors relative à l'aide des programmes aussi, des programmes algorithmiques. Le résultat des hypothèses est une phylogénie, une forme de graphe donc arborescent, et l'analyse biogéographique, proprement parlant, arrive dans une prochaine étape quand une telle phylogénie d'organismes, d'espèces, de taxons, enfin, est utilisée en tant que métadonnées. Euh, et en fait, euh, des régions géographiques sont saisies et correspondent aux distributions géographiques des organismes euh, des phylogénies utilisées. Euh, Et bon, après, je ne vais pas insister pour l'instant quand même en détail de la démarche exacte et des programmes des logiciels. À, à la fin, en fait, le résultat, c'est une structure particulière de relations de taxons et de régions qui, s'ils se répètent, en fait, on obtient à la fin une phylogénie, cette fois-ci, non pas de taxons, mais de régions biotiques, qui s'appelle un aréagramme et un cladogramme d'air, en fait. Et ce n'est pas toujours simple, en fait. Il y a plein des problèmes pratiques pour arriver à un tel résultat. Euh, euh, parce que très souvent, on ne peut pas remplacer euh, un taxon avec une aire particulière. En fait, des fois, nous avons un taxon qui s'est déplacé dans plusieurs aires différentes. Alors, voilà, il n'y a pas une correspondance parfaite, donc souvent le résultat se complique. Mais si quand même on arrive à un tel résultat, on suppose en fait, une hypothèse est émise euh, sur le fait que
il y a eu une répétition de, de relations euh, phylogénétiques qui ont pu montrer à la fin en fait, qui ont pu montrer une histoire commune entre les organismes frères et la région qu'ils habitent ou qu'ils habitaient. Euh, euh, voilà, en gros. Et je vais passer au point que je trouve aussi épistémologiquement intéressant de cette approche et qui correspondent aussi à certaines analogies épistémiques alors que je vais essayer de esquisser. Alors, donc, tout d'abord, les données primaires utilisées correspondent à des données observables, donc identifiées, qu'il s'agit soit des organismes, soit alors des distributions géographiques, de leur distribution géographique. Ensuite, ces données sont utilisées en tant qu'objet d'analyse, en fait, en tant qu'objet d'abstraction analytique, si j'emprunte le terme de René Zaragoeta et Sophie Pecot de 2016 et de Stéphane Train de 2012. Et donc, ces objets, pour qu'ils puissent être intégrés dans une phylogénie, comme j'ai essayé de vous présenter, ils doivent être représentés dans le sens de la démarche cladistique à trois éléments qui cherchent à établir des relations phylogénétiques relatives, donc à savoir entre trois objets. On cherche en fait quels sont les objets, les deux objets plus proches entre eux que le troisième. Le principe, c'est ça en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est une relation de parenté relative et non pas une relation en fait de directe descendance, comme dans une série de transformations, un ancêtre et un descendant. Et donc, il s'agit ici donc d'une représentation des objets concrets, naturels, à des objets abstraits. Donc, pour ce faire, pour pouvoir travailler avec cette approche, les objets sont représentés dans des termes mathématiques en passant par la formalisation en fait de ce principe et l'utilisation donc des phylogénies qui sont aussi en fait, elles ne sont pas simplement des schèmes de description des relations entre les objets qui contiennent, mais elles sont aussi des outils mathématiques euh, qui aident à cette recherche des relations de parenté. Et, il s'agit d'une formalisation qui se base, je crois, aussi sur la théorie des ensembles. Et enfin, les organismes ou, ou les régions biotiques sont considérées comme des classes dans le sens mathématique. Et ce point donc, pourrait correspondre à une analogie mathématique qui s'applique aussi bien à la discipline de la systématique et de taxonomie biologique, mais aussi à la biogéographie historique. Et, et donc, par cette même démarche qui s'applique donc aux deux disciplines, alors l'entité d'aire biogéographique est considérée épistémologiquement analogue, on pourrait même dire équivalente à l'entité d'espèces ou de taxons.
biologiques. Et je reviendrai sur ce point. Je voulais juste avant noter un deuxième point qui correspond cette fois-ci à une analogie processuelle, si on pourrait dire. Et parce qu'il existe en fait un mécanisme aussi, un processus également analogue de diversification de ces deux types d'entités, donc des espèces et leurs régions, donc les régions qui incluent plusieurs espèces, qui a un rôle de modèle explicatif. Et il s'agit en fait du mécanisme de spéciation allopatrique proposé par Ernst Mayr dans les années 40, qui dit que le flux des gènes d'un groupe d'organismes est interrompu par la mise en place d'une barrière physique ou même une mutation, par exemple. Et cela résulte à la différenciation du groupe d'organismes initial, de l'espèce initiale, à deux ou plusieurs espèces descendantes. Alors, le mécanisme analogue qui a été mis en évidence donc, par les initiateurs de la biogéographie historique est appelé vicariance et touche de la même façon, mais à un niveau macroscopique, donc de macroévolution, une région biogéographique initiale, alors constituée de plusieurs espèces, qui au cours du temps, par la mise en place également d'une barrière physique, par exemple la formation d'une chaîne montagneuse ou la fragmentation d'un continent, même, etc., se différencie en régions biogéographiques descendantes constituées de plusieurs espèces différenciées également. Et à travers cette analogie, les aires et les régions biogéographiques acquièrent un statut analogue également à celui de l'espèce biologique, de concepts donc évolutionnaires. Et je pense qu'elles ont pu aussi qu'elles ont pu être dans ce cadre considérées comme des individus historiques. Et en l'occurrence, et c'est maintenant que je vais discuter certaines ambiguïtés ontologiques qui en résultent, il existe un débat maintenant classique sur le statut de l'espèce biologique avec deux thèses. L'une donc, qui dit que l'espèce est considérée comme une classe. Et c'est une thèse plus généralement soutenue par les partisans de la tradition Pattern Cladis, que les auteurs que j'ai cités pour la biogéographie cladistique font partie, entre autres, évidemment. Et l'autre thèse, largement acceptée, ouais, des questions. Et l'autre thèse largement acceptée, qui a été aussi discutée par David Hall et Michael Ghislain dans les années 70, qui correspond à la vision de l'espèce biologique comme un individu historique. Et ce débat a été projeté récemment aussi aux aires biogéographiques par Brian Crowther et Christopher Murray, qui ont publié deux articles en 2011 et 2015 sur leur ontologie. Ils ont soutenu qu'une aire biogéographique est un individu historique de la même façon qu'une espèce. Une aire, en fait, donc une région biogéographique, ils disent qu'elle est constituée des parties, donc les espèces et la région qui abrite. Et la combinaison de ces deux parties fait un ensemble, un tout, qui peut être considéré comme un individu. Ainsi, une telle région ne peut pas être définie par une liste des propriétés qui se trouvent à toutes les aires biogéographiques et donc des propriétés exclusives. Et ce type d'entité existe historiquement dans le sens d'une seule réalisation dans le temps et dans l'espace. Et oui, il dit aussi que finalement, une telle entité répond de manière cohésive au changement. Alors, je pense que la discussion qui se porte en parallèle sur le concept d'espèce biologique
et sur le concept donc d'aire biogéographique en tant qu'individu historique ou classe, pourrait aussi être vu sous l'angle épistémologique, surtout, et non pas ontologique, je dirais. Déjà par le fait que naturellement, du point de vue de la réalité, en fait, du monde naturel, et comme le note également Jean Gaillon, je le cite, la comparaison entre l'organisme et l'espèce comme lignée est en l'occurrence trompeuse. Un organisme est vivant de sa naissance à sa mort, tandis qu'une lignée n'a pas d'identité temporelle comparable, car elle n'est vivante que par la frange des organismes qui la perpétuent à l'instant T. Fin de citation. Et en fait, comme cela a été déjà soutenu par plusieurs chercheurs, l'espèce peut être vue effectivement comme une convention humaine qui désigne le rang taxonomique spécifique et qui aide à accéder à la connaissance par l'identification et la classification des entités donc de notre monde naturel. Dans ce contexte, le débat pourrait je pense que le débat pourrait se rapporter davantage sur la représentation des objets d'étude, donc de l'évolution biologique en l'occurrence. Et, euh, et je voulais aussi souligner que je ne parle pas du tout ici de la valeur qu'une telle entité peut avoir comme l'espèce. Ça, c'est autre chose. Ici, je ne parle donc pas du tout de valeur, mais simplement, je parle d'un point de vue méthodologique et d'accès à l'aide des outils à la connaissance. Et, euh, et en fait, vous me dites si j'ai encore le temps. Oh, d'accord. Et donc, si des ambiguïtés persistent encore donc pour l'espèce à l'heure de l'arrivée aussi de la pensée évolutive aussi en réseau, euh, que, que déjà on dépasse la vision donc jusqu'à maintenant un peu classique de la systématique phylogénétique. On entre petit à petit aussi à une vision donc par réseau. Et alors, ça, c'est une discussion qui se porte principalement pour les espèces, pour les organismes, etc. Voilà, mais alors pour l'entité des régions en fait que sont les régions biotiques, les régions biogéographiques, cela peut être encore plus compliqué euh, puisque voilà, c'est l'entité principale euh, de cette discipline qui cherche à reconstituer l'histoire conjointe donc, de la vie et de la Terre. Et ces complications, en fait, peuvent aussi se comprendre puisque, en fait, ça a été noté par Malte Bach et Bernard Michaud en 2017, qui disaient justement en fait, que l'ontologie d'une ère d'endémisme, d'une ère biogéographique, donc pour eux, l'ontologie correspond en fait, oui, voilà, l'ontologie pour eux correspond au débat en fait, sur ce que, en fait, si une aire est un individu ou une classe, elles disent qu'elle n'est pas, en fait, elle n'est pas intéressante. Voilà. Pour le travail de classification et de régionalisation en biogéographie, ce n'est pas intéressant de chercher à discuter de l'ontologie des aires. Mais, et donc, la discussion sur le fait si une aire est un individu ou une classe n'est pas intéressante.
Mais justement, ce qui est contradictoire sur ce qu'ils disent, en fait, ce que ces chercheurs, en fait, ils travaillent avec la méthode cladistique qui a, qui a comme principe, en fait, la représentation de ces entités comme des classes. Alors, voilà, je trouve que c'est quand même que ça pourrait être contradictoire. Et voilà, et je pense que voilà, j'en dirai pas plus. Je vais essayer de conclure donc un peu avec encore une question qui reste ouverte. Donc, je veux dire justement sur le fait que donc, tous ces aspects qui ont concerné alors l'espèce biologique et les organismes donc, qui ont été soumis à des travaux qui durent depuis des siècles sur leur identification, leur classification, leur nature, ontologie, etc. Il en existe une histoire dans le sens sociologique du terme, une histoire des sciences qui est plutôt claire pour l'espèce, mais voilà, je voulais mettre l'accent sur une histoire qui existe aussi un peu en parallèle, donc qui est celle-ci de régions biotiques, donc biogéographiques du globe, et qui, je trouve, qui mériterait aussi une attention, d'autant plus qu'à l'heure, je trouve qu'il existe en fait nous sommes dans une sixième extinction. Je pense que tout effort qui pourrait contribuer à une meilleure donc, saisie du monde naturel et à une meilleure prédiction aussi qui d'autant plus aux sciences du vivant n'est pas simple parce qu'elles sont régies de contingences. Donc je pense que voilà que tout effort dans une telle direction devrait être privilégié. Et voilà, et tout de même, je n'ai pas du tout parlé aussi de la notion d'endémisme. Donc, une notion qui est commune et importante pour la biogéographie, mais aussi bien pour la biologie de la conservation, qui est principalement une science appliquée. Et plus particulièrement, en fait, la distribution géographique des espèces, donc dite endémique, a été utilisée pour identifier des points chauds de biodiversité. Mais elle a été également utilisée pour définir et délimiter des aires d'endémisme. Et mais même cette notion d'endémisme peut s'avérer compliquée à s'appliquer puisque par exemple en biogéographie, différentes définitions sur ce que c'est exactement une aire d'endémisme et comment une telle aire peut être délimitée euh, euh, ont été proposées plusieurs définitions et jusqu'à présent, il n'en existe pas un consensus. Euh, voilà, je pourrais, par exemple, une définition dit qu'une aire d'endémisme est définie par la distribution congruente non aléatoire entre différents taxons. C'est une définition de Juan Moronet de 1994. Mais il y a une autre aussi, par exemple, de Parenti et Maltebac de 2009, qui définissent en fait une aire d'endémisme comme une aire qui comporte au moins deux taxons monophylétiques. Alors déjà, il utilise les termes voilà, de systématique phylogénétique euh, pour définir une aire d'endémisme. Donc, bref, je pense que la clarification donc de l'entité étudiée, donc du point de vue épistémologique et ontologique, ainsi que l'application rigoureuse des outils scientifiques, pourrait contribuer à mieux appréhender et mieux saisir la mise en place aussi des protocoles de protection et de conservation des entités en question. Voilà, et je pense que je vais finir ici. Merci beaucoup. Et j'ai vu qu'il y a un... Ah, c'était un message direct. OK.
Merci. Je me permets de prendre la parole parce qu'Antoine n'est toujours pas reconnecté et donc place aux questions. Merci beaucoup Artemis pour cet exposé très c'est- riche. Mm. William Adé a la main levée. La parole est à vous. On ne vous entend pas. Votre micro est désactivé. Je sais juste, mais c'était un message donc direct. Si je connais les Ah, travaux. pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Ah, voilà, c'était une suggestion, je pense. Les travaux de Paul Banzekri. Oui, j'avoue que je connais pas et je note et merci beaucoup. Euh, mhm, D'autres questions? mhm. Des Euh, questions? euh, Bon, alors Oli- je profite. Olivier. Mhm, mhm. Oui, moi j'ai une Pardon. question. Pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. Pardon, désolé. Merci Artemis pour ta présentation. Donc ma question donc c'est est-ce que les aires biogéographiques dont tu parles, Mhm, tu dis que donc ces chercheurs qui défendent un peu l'approche de la biogéographie cladistique, tu dis qu'ils font des aréagrammes, donc ils font un mhm. peu comme des arbres phylogénétiques mais avec des aires biogéographiques. Est-ce qu'ils ont proposé pour justifier ça une sorte de théorie de la sélection naturelle appliquée à ces entités-là? Est-ce qu'ils disent que je sais pas, elles sont en compétition, qu'il y a une espèce de persistance différente entre les différentes aires biogéographiques. Est-ce qu'ils le justifient comme ça ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de théories comme ça qui sont élaborées? Oui, alors merci Olivier. En fait, alors en gros, la question sur la théorie qui régit en fait cette approche, c'est aussi une des critiques principales qui ont été donc posées à cette école de systématique en général, qui était aussi une critique en fait qui concernait, qui disait que bah, c'est une approche euh, neutre en fait, voilà, qu'il n'y a pas de théorie, qu'elle est neutre du point de vue théorique. Euh, mais je pense, en fait, voilà, c'est ne pas pour, comme j'essayais de dire, que c'est vraiment, c'est une euh, démarche, en fait, c'est un outil, c'est vraiment un outil que de toute façon, la discipline de la systématique phylogénétique, on fait de la classification de toute façon. On pourrait dire que jusqu'à présent, elle se faisait soit par le principe de la parcimonie traditionnelle, soit par l'analyse à trois éléments. C'est voilà, c'est vraiment c'est l'outil qui est utilisé euh, euh, pour classifier, pour la démarche de classification. Après, pour la théorie, euh, je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il en existe, voilà, la, l'hypothèse, enfin, ce n'est pas une théorie, c'est un mécanisme voilà, de vicariance. Je pense que si on peut parler voilà, d'une sorte de théorie, en fait, d'un modèle explicatif, c'est la vicariance, en fait, en gros, la vicariance, c'est un processus, un mécanisme plus intégratif que celui de la spéciation allopatrique, qui touche, c'est en fait, je ne sais pas comment je pourrais dire, c'est une spéciation allopatrique, mais à un niveau supérieur, donc qui n'est pas, qui a lieu dans le temps profond, n'a pas lieu dans le temps biologique, voilà.
en gros, et qui touche aussi des espaces, des espaces larges, voilà, qui sont ces régions biotiques euh, euh, qui comportent des espèces, entre autres. En fait, les espèces subissent une spéciation allopatrique et en même temps, il y a aussi un processus de vicariance qui a lieu. Voilà, donc je pense qu'il y a ce côté-là. Et après, voilà, de mon côté, je ne suis pas pour prendre part, voilà, mais je trouve que c'est ça, que c'est vraiment un point important, que c'est un outil et que c'est autre chose, en fait, un outil, voilà, un outil comme programme, un logiciel, que l'élaboration de la théorie à côté, etc. Voilà. Mm. Mm. Merci. Mm. Et alors, désolé pour mes problèmes techniques. Fabrice Roux, donc je suis de retour. Fabrice Roux a une question. Oui. Ah oui, parce il est parti, c'est vrai. Ah non. Voilà. Oui, merci pour cet exposé. Alors, j'aurais plein de questions, mais je vais me limiter. D'abord, juste par rapport à la question précédente, on peut, je pense aussi imaginer entre aires géographiques disjointes une dérive qui puisse expliquer une différenciation entre les deux. Alors, je voudrais juste faire une comparaison avec la phytosociologie parce que les associations d'espèces ont été considérées comme des espèces. Hein. Voilà. Oui. Et ce, par tous les phytosociologistes, quels que soient leurs écoles, hein, que ce soit l'école suédoise, l'école franco-suisse ou l'école de Jacquard, enfin, Jacquard, parce qu'il n'a pas d'école, il y a toujours eu cette comparaison. C'est intéressant de retrouver ça. Mhm. Et Mhm. donc, bon, c'est pas des aires géographiques, mais c'est quand même des surfaces plurispécifiques. Donc, à ce titre-là, Oui. la comparaison me paraît intéressante. Hein. Et Oui. voilà. Euh, Euh, Voilà, pour la première remarque. Et ensuite, on voit bien dans l'exposé que vous avez fait que les auteurs à l'origine de ce nouveau paradigme sont profondément influencés par la systématique, mm. leur comment on va dire ça, leurs affinités, leurs Oui. penchants pour telle ou telle méthode de systématique. Et Malte et Barre, justement, dit que depuis le XVIIIe siècle, c'est comme ça. C'est-à-dire que ceux qui ont fait de la biogéographie, ils l'ont toujours fait par référence à une manière de faire de la systématique biologique. Et ça n'a pas changé depuis 3 siècles. Quoi. Voilà. Oui, oui. Et, mhm. Et et ça, merci beaucoup. Si vous, oui, et tout à fait, je suis d'accord. Et c'est aussi étonnant parce que exactement, en fait, il y a aussi je ne sais pas, une sorte aussi de stagnation, on pourrait dire théorique en fait, parce que je pense que, comme vous dites, que le débat est arrêté là, que c'est un débat qui reste entre Pattern Gladys et euh, les, enfin, les néo-darwiniens, je ne sais pas, mais pour moi, c'est vraiment, je pense que, voilà, c'était un débat qui a fait arrêter un peu les choses
mais qui pourrait très bien, en fait, avancer et dépasser, en fait, ce débat, parce que vraiment, je pense qu'au final, c'est un débat sur les outils et la démarche. Et bon, c'est autre chose que la nature des entités. C'est autre chose. L'élaboration voilà, des logiciels qui sont adéquats à l'application de ces principes. En fait, c'est une méthode heuristique. Voilà, c'est une approche heuristique. Et même, j'avais noté là, en fait, Daniel Gouget, la traduction française qui vient de sortir, ben, il dit que c'est une approche constructiviste et que cette approche donc n'est pas d'obtenir une solution univoque, mais une hypothèse ouverte à soumettre au test. Voilà. Et je pense que c'est simplement, voilà, c'est ça. Et, parce qu'après, il y a aussi d'autres débats sur l'origine unique du vivant, l'arbre unique du vivant. Et bon, mais voilà, ça, c'est encore autre. Hmm. Hmm. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions ou interventions? Oui, Olivier Delettre. Oui, oui, j'ai une autre petite question. En fait, je m'interroge sur le lien qu'il y a pu y avoir même au cours de l'histoire de l'écologie entre cette notion d'aire biogéographique et la notion d'écosystème finalement. Est-ce que la notion d'écosystème n'a pas un peu éclipsé ça pourrait expliquer pourquoi finalement les débats autour de l'aire biogéographique sont. Bah, vous dites que c'est un peu bloqué. Est-ce que c'est pas à cause du développement du concept d'écosystème? Euh, merci, Olivier. Hmm, oui, c'est bien, je pense que c'est bien possible aussi parce que c'est vrai c'est vrai que l- l'écologie a pris je pense, la place. Oui, je pense que c'est un peu ça aussi. L'écologie a pris place, donc des notions d'écosystème et de niche sont beaucoup plus, enfin voilà, euh, elles sont plus à l'actualité, c'est sûr. Et, euh, et, euh, et peut-être voilà, ces deux choses aussi. D'un côté, c'est une tradition qui faisait partie, voilà, qui s'était développée sur la base de la systématique phylogénétique et que voilà qu'elle a reçu ses propres voilà critiques, etc. Et d'un autre côté, c'est vrai que évidemment il y a eu aussi l'essor de l'écologie et toutes les différentes méthodes en écologie qui ont pris oui, le dessus. Mhm. 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 J'ai pas trouvé comment mettre la main, mais je voulais juste appuyer effectivement la remarque d'Olivier Delette et puis la réponse. Alors effectivement, il me semble que le concept d'écosystème, alors au moment alors entre les deux guerres, au moment où Tansley crée le terme écosystème dans une ambiance assez controversée, c'est peut-être un petit moment de rupture effectivement entre l'ancrage naturaliste de l'écosystème et sa conceptualisation à partir de Lindemann, j'allais dire l'approche, enfin l'écologie écosystémique, on va dire postérieure à la Seconde Guerre mondiale, qui effectivement, à partir de Lindemann, analyse l'écosystème en termes de flux
de matière et d'énergie, et du coup, effectivement, le déconnecte de son ancrage biogéographique. Donc, effectivement, je suis assez d'accord. C'est pas une question, mais c'est simplement pour je suis d'accord avec cette remarque et cette approche, enfin, qui a sa chronologie historique, hein. On peut dire, en gros, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a une approche de l'écosystème qui est encore biogéographiquement ancrée, et après la Seconde Guerre mondiale, à partir d'Odum, Principle of Ecology, on est plutôt dans une rupture, alors une approche, voire une approche thermodynamique. Voilà, donc c'était juste une remarque en passant. Merci, oui, merci. Je vais noter. D'autres questions ou interventions? Et le Oui, reste, je vois peut-être William Oui. Adé. Oui, excusez-moi, j'ai un micro qui fonctionne pas très bien. Merci beaucoup pour votre exposé. Et peut-être ma question de béotien. Je me demandais quel était votre avis sur les espèces non indigènes. On en fait fort cas à l'heure actuelle avec les migrations, et comment le fait qu'il y ait des migrations à la fois des humains, mais aussi de beaucoup d'espèces, comment ça changeait le concept de biorégion. Est-ce qu'on pouvait vraiment parler de biorégion alors que toutes les espèces sont en migration finalement, plus ou moins volontairement et plus ou moins dans l'histoire? Merci. Oui, merci beaucoup pour votre remarque et je ne sais pas si je serai au point de répondre parce que c'est vrai que avec les migrations, les invasions et même après, si on parle, on peut parler aussi d'espèces humaines qui a en fait presque quasi tout changé aussi d'un côté. Donc, j'avoue que je n'ai pas je ne suis pas au point de répondre. Sûrement, c'est quelque chose de très important et euh, effectivement, ce n'est pas du tout simple avec les invasions, les migrations de vraiment détecter l'histoire évolutive du côté aussi évolution euh, des organismes, donc des organismes de proche parenté. C'est compliqué, oui. Voilà. Donc, c'est une question à répondre petit à petit. Merci, oui. On a une nouvelle question ou intervention de Fabrice. Juste pour dire que la question qui vient d'être posée souligne, à mon avis, l'importance de traiter la question de l'ontologie de Césaire, qui apparemment, d'après ce que vous avez dit, est une question qui n'est pas tellement considérée comme importante. Alors que avec ces initiatives pour donner des personnalités juridiques à des milieux, à des collectifs, on a besoin de réfléchir sur quelle réalité ça recouvre, quelle ontologie. Et ce n'est pas un débat qui n'a pas d'intérêt. Au contraire, je crois que ce manque d'intérêt, enfin, si j'ai bien compris, pour l'ontologie des airs n'a pas peut-être tout à fait ce qu'on attendrait Oui, merci. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et tout à fait. Oui, peut-être je n'étais pas très claire. Je n'ai pas abordé en fait cette partie que oui, personnellement, je trouve très important de, de chercher, en fait, de rechercher et
d'appréhender la nature des entités. Des entités étudiées, des entités naturelles, je pense que c'est même la question cruciale en fait. Voilà, mais je n'ai pas abordé cette partie qui est pour moi une question qui concerne voilà, qui peut concerner l'histoire, les notions de contingence, etc. Autres notions, en fait. Mais je suis bien d'accord que c'est quelque chose de crucial pour appréhender les entités et comprendre, et les comprendre, en fait. Et en fait, je dis aussi de même de peut-être, avoir aussi des outils un peu mieux placés pour, la prédiction aussi de comment, mais bon, ça c'est, heu, voilà, pour les sciences du vivant, ce n'est pas une chose, simple. Mmh. Alors, je crois que nous arrivons au bout de notre temps, donc j'aimerais remercier encore une fois Artemis Corneliu, notre conférencière, pour sa présentation très intéressante et documentée. Juste avant de terminer, je vais mettre dans le chat le lien vers la médiathèque du CIRST où où vous pouvez trouver les enregistrements des séminaires précédents et où vous pourrez trouver d'ici quelques jours ou quelques semaines l'enregistrement du séminaire d'aujourd'hui. Donc, merci encore Artemis et merci tout le monde pour votre présence ce matin ou cet après-midi ou ce soir. Merci à vous, beaucoup et à toutes les remarques et discussions, très intéressantes, merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Et au revoir.